Le thème de chaque séminaire est décidé à la fin de l'année précédente et on s'est dit fin 2016 que 2017 risquait d'être effectivement une année qui confirme toute une série de mouvements et d'incertitudes, que ce soit sur un plan géopolitique, ça s'est effectivement confirmé. Bon, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis est quand même un événement assez remarquable et plutôt perturbant, je dirais, au niveau international pour la géopolitique. L'accélération du dérèglement climatique est aussi quelque chose qui est perturbant et qui amène chacun à s'interroger. Au niveau national, on a au niveau politique un renouvellement du personnel qui est assez remarquable et des données qui sont tout à fait différentes. Et sur un plan plus agricolo-agricole, que ce soit la pression sociétale, que ce soit 2 années de campagne un peu compliquées qui vont sans doute accélérer un certain nombre de mouvements, ou que ce soit le défi et l'irruption du digital dans vos métiers, ou des thèmes comme la séparation du conseil et de la vente. Bon, quel que soit le niveau qu'on prenne, on est dans un univers effectivement avec beaucoup d'incertitudes. Et le thème qu'on a choisi, manager dans une société en quête de sens, se justifie pleinement. Donc le club référence fertile, fidèle à sa vocation, tente de donner des clés pour appréhender cet univers et puis après, progressivement, rentrer plus dans des aspects pratico-pratiques. Donc les clés pour se situer dans cet univers d'incertitude, c'est Étienne Klein qui va nous les fournir. En partie, il sera à même de répondre à vos questions. Il est d'accord pour que ce soit interactif. Alors Étienne Klein, il a le cerveau gauche et le cerveau droit qui fonctionnent tout à fait en même temps parce qu'il est à la fois physicien, physique quantique et des particules, ce ne sera pas le thème de la session, et à la fois philosophe. Donc je pense qu'il a une approche, une capacité effectivement à mettre en lien l'homme par rapport à ses évolutions, par rapport au changement en cours. Il dirige le LARCIM, qui est effectivement le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, qui associe d'ailleurs physiciens et philosophes. Moi, je trouve que la démarche est tout à fait originale et vous allez nous en dire beaucoup plus. Il a travaillé avec un certain nombre de personnes que nous connaissons, puisqu'il a travaillé avec Michel Serres et Luc Ferry, qui ont été en leur temps des intervenants du Cercle Fertile. Je crois qu'il va beaucoup développer les notions d'innovation et de progrès et la façon dont l'appréhension de ces deux concepts montre justement le changement d'époque dans laquelle on se situe. Donc je vais le laisser poursuivre sa présentation, bien sûr, et intervenir auprès de vous sur un thème qui est quand même extrêmement ambitieux. C'est quel futur collectif crédible et durable? Étienne Klein, le défi est pour vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil et votre invitation. Invitation qui m'a surpris, à vrai dire, hein, parce que mon monde est assez différent du vôtre. Même si en physique, on a, dans le cadre de la physique dite quantique et la physique des particules, il y a une théorie physique qui s'appelle la théorie des champs, qui, par son appellation, se rapproche du monde agricole. Alors, le mot-clé, si j'ai bien compris, de votre séminaire, c'est le mot sens. Moi, je ne vais pas vous parler du sens de la vie, etc., parce que je n'ai pas vraiment de compétences à faire valoir en la matière, ni du sens de l'existence. Je vais prendre le mot sens dans le sens, puisqu'il est polysémique ce mot. Le sens, c'est la signification, c'est la direction, c'est le sens au sens de ce qu'il donne comme raison de vivre, par exemple. Je veux bien en parler dans les questions, mais ça ne sera pas le milieu de mon exposé ou le sujet principal. Je vais plutôt parler du sens du temps, c'est-à-dire comment est-ce que notre rapport à l'avenir est modifié par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé. On est plusieurs dans cette salle de la même génération et on a pu voir au cours de nos vies que notre façon collective de parler du futur a changé. Par exemple, moi j'étais adolescent dans les années 70 et dans ma famille, j'avais pas mal de frères et sœurs, on recevait des magazines pour adolescents, Tintin, Pilote, Spirou, etc. Magazines dans lesquels, toutes les semaines, l'an 2000 était l'objet d'une présentation, d'un discours, d'une représentation
qui par la suite s'est révélée en partie fausse, et même souvent très fausse. Mais la question n'est pas là. La question est que le futur qui nous attendait, était configuré. Il était représenté. Il était placé dans notre présent. On voyait à cette époque ce que serait l'an 2000, comment on voyagerait, comment on se nourrirait, comment on se déplacerait, comment on communiquerait, etc. Et ça crée pour les adolescents que nous étions un rapport au futur qui était pas forcément angoissant, mais au moins on pouvait chacun individuellement tracer un chemin qui nous ferait passer du présent où nous étions à cet avenir qui nous était représenté, c'est-à-dire à la fois dessiné et mis dans notre présent. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui sont adolescents, je ne vois aucune publication qui fasse la même chose. C'est-à-dire que on ne parle pas aux adolescents de l'an 2050, ni de l'an 2100, ni de l'an 3000. Alors pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais les adolescents, il faut quand même les comprendre, vivent dans un climat où l'idée même de futur s'est absentée. Et ça crée donc un rapport avec ce futur qui est très différent de celui du passé. Et c'est ça que je voudrais interroger. Alors, on peut trouver des explications prosaïques. Par exemple, j'ai un ami philosophe qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Une folle solitude. Et de façon ironique, il explique le retournement dont je parle par un phénomène en fait historique qui est passé complètement inaperçu dans les années 90, qui est le retournement des poussettes de bébés. Vous savez, avant, on poussait les bébés dans le sens inverse de la marche. C'est-à-dire le bébé voyait la personne qui le poussait, sa mère en général, avec laquelle il pouvait échanger des sourires, des grimaces, etc. Bref, il était connecté à sa propre histoire. Il était inséré dans sa généalogie. Et puis à la suite de plusieurs événements qui sont en gros l'apparition simultanée de la mode du jogging et de ce que Kundera appelle la papaïsation des pères, donc le fait que les pères sont devenus des papas qui s'occupent de leurs enfants, et les congés de paternité arrivent en Suède à ce moment-là, et le fait que les congés de paternité soient attribués en même temps que naît la mode du jogging, fait que les papas qui poussaient les poussettes, pousser une poussette ça va bien 5 minutes, mais ils en profitaient pour courir. Et donc ils ont bricolé des poussettes qui vont vers l'avant pour pouvoir les pousser, des poussettes à 3 roues, vous savez. Et on a retourné les bébés. Et donc au lieu que les bébés soient connectés à leur histoire, eh bien, ils rencontrent lors des promenades en poussette des individus qu'ils ne connaissent pas. Ils ne voient que des anonymes. Alors ceux qui étaient militants de cette évolution disaient que ça leur permettait de s'émanciper du lien familial, de s'ouvrir, etc. Mais en fait, on peut imaginer qu'ils avaient peur, quoi. Peur de ne voir que des inconnus et découvrir un monde pour lequel ils n'ont pas les clés. Évidemment, c'est une plaisanterie. C'est juste une façon de marquer le fait que c'est comme si notre rapport au temps avait changé de sens. Et vous avez aujourd'hui, on parlait de politique, des mouvements ultra-conservateurs qui vous expliquent que c'était mieux avant. Sans d'ailleurs qu'on s'interroge vraiment sur le sens de cette phrase « c'était mieux avant ». Par exemple, moi, en tant que physicien, je pense que dans les années 20, c'était mieux. Dans les années 1920, la façon dont la physique s'est révolutionnée, on découvre l'atome, on comprend que l'atome ne peut pas être compris par la physique habituelle, donc il faut inventer une nouvelle physique. Et ce qu'ont fait une vingtaine de personnes, 20 jeunes physiciens entre 27 et 35 en gros, c'est absolument incroyable. Ils ont écrit des petits papiers, ils se voyaient de temps en temps à Bruxelles dans des colloques. On peut comprendre la maturation de leurs idées puisqu'ils écrivaient des articles qui n'étaient signés que par une personne. Aujourd'hui, certains articles sont signés par 5000 chercheurs. On n'arrive pas à suivre. Et donc, je pourrais dire, à cette époque-là, intellectuellement, c'était beaucoup mieux. Mais en même temps, je me dis, si je devais y aller... Bon, d'abord, si j'avais été vivant à cette époque, je serais mort aujourd'hui, donc ça freine mon élan. Mais surtout, si j'avais dû aller chez le dentiste à l'époque, il fallait un certain courage pour aller chez le dentiste. D'accord ? Et donc, finalement, quand on dit que c'était mieux avant, est-ce qu'on est prêt à assumer tout ce qu'implique cette phrase ?
L'espérance de vie aujourd'hui pour les hommes est de 82 ans, pour les femmes de 87. À cette époque, elle était de 54 ans pour les femmes et de 48 ans pour les hommes. D'accord ? Et donc voilà, on a des mouvements conservateurs qui ont peur justement de cet avenir, de la mondialisation, de tout ce qui se passe, et qui voudraient créer les conditions d'un retour au passé en prenant, disons, ce qu'ils trouvent bien dans la modernité, et puis en essayant de retrouver ce qu'ils trouvaient mieux dans le passé. Alors, comme dans le titre que j'ai proposé, il y a deux mots qui ont l'air d'être des synonymes, le mot innovation et le mot progrès. Je voudrais revenir un peu sur l'histoire de ces mots et sur les rhétoriques dans lesquelles ils sont insérés. Je vais commencer. Alors pourquoi j'ai fait cette proposition ? C'est parce qu'avec un collègue sociologue, on s'est amusé à faire tourner des logiciels par lesquels on peut mesurer l'occurrence d'un mot donné dans les discours publics. On a accès à des bases de données et on peut regarder au cours du temps comment la fréquence d'un mot dans les discours publics, notamment politiques, évolue. Et on a constaté une chose assez étonnante, c'est que dans les discours publics, le mot progrès a disparu. Le mot progrès, qui est quand même un mot qui est symptomatique de la modernité. Enfin, l'idée de modernité, qui est une période historique qui a duré 4 siècles, s'appuie sur l'idée de progrès. Ce mot est donc très présent jusque dans les années 1980. Et à partir de 1980, il décline. Et puis il y a un autre mot qui apparaît, tout neuf, qui est le mot innovation. Et le mot innovation a une occurrence qui augmente, le mot progrès une occurrence qui décroît. Les deux courbes se croisent à peu près en l'an 2000. Et puis très rapidement après, le mot progrès s'effondre. Pour vous donner une illustration de ce que je suis en train de vous dire, on a vu qu'en 2007, lors de la campagne présidentielle, tous les candidats, de quelque bord qu'ils fussent, ont utilisé le mot progrès dans leur discours. De l'extrême droite à l'extrême gauche, évidemment avec des fréquences différentes, évidemment dans des contextes différents et peut-être avec un sens différent, mais tout le monde revendique ce mot. Et en 2012, donc 5 ans plus tard, on fait le même test et on voit que le mot progrès a disparu. Il n'y a plus un seul candidat qui l'utilise. Sauf dans le discours du Bourget, François Hollande parle des forces de progrès, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de parler du progrès. C'est quand même incroyable qu'un mot qui a été fondateur de l'idée même de modernité s'effondre en 5 ans. Et il est remplacé par le mot innovation, qui semble être son synonyme, et c'est ça que je voudrais examiner. Alors pour l'anecdote, quand j'étais étudiant dans une école d'ingénieurs, fin des années 70, début des années 80, je n'ai jamais entendu pendant mes cours un professeur parler d'innovation. C'est un mot qui n'existait pas. On parlait d'invention, on parlait de découverte, on parlait d'application, on parlait de brevet, mais jamais d'innovation. Donc c'est un mot qui a été ressorti comme ça, et qui n'a pas été inventé. En fait, je vous expliquerai tout à l'heure que c'est un mot qui a des racines beaucoup plus anciennes, mais il avait disparu, et puis il réapparaît comme ça. Bon. Et aujourd'hui, il est partout, puisque, comme vous le savez, l'Europe, le gouvernement, les entreprises, quelles qu'elles soient, disent qu'il faut innover. Le mot innovant est un adjectif qui devient prolifique, qui est utilisé à toutes les sauces. Et vous remarquerez une chose assez intéressante, c'est que dans les discours qui promeuvent l'innovation n'est jamais définie. Par exemple, vous savez qu'en 2010, l'Union européenne, a décidé de devenir l'Union de l'innovation. Alors qu'avant, le traité de Lisbonne disait que l'Europe devait être la société de la connaissance. Puis on s'est dit, la connaissance, c'est bien, mais quand la connaissance n'est pas appliquée, quand elle n'a pas de retombées économiques, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux promouvoir l'innovation qui laisse entendre qu'on va changer aussi la société. Et le document que je citerai tout à l'heure, qui explique pourquoi il faut miser sur l'innovation, c'est un document de 50 pages que vous pouvez trouver sur le site de l'Union européenne, qui est traduit dans toutes les langues européennes.
C'est un document de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 302 fois. 302 fois en 50 pages, vous voyez le rythme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun endroit dans le document où le mot est défini. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'innovation sans jamais la définir. Est-ce qu'on parle d'innovation technologique? Est-ce qu'on parle d'innovation sociale? Est-ce qu'on parle d'innovation dans les liens entre les entreprises et les consommateurs? Ça veut dire quoi, innovation? C'est jamais dit, ce qui veut dire que c'est un mot totem qui est censé faire en sorte que tout le monde soit d'accord et qu'on n'en discute pas, parce que si on en discutait, peut-être qu'il y aurait des controverses. Okay. Et donc, voilà en gros le programme. Je voudrais qu'on examine ce qu'on entend par innovation, quelle est la philosophie dans laquelle on insère ce mot, et qu'on la compare à celle du progrès. Quelle est la philosophie du progrès? Alors, je vais commencer par le progrès, puisqu'il faut commencer par le commencement. Bon, l'idée de progrès, c'est une idée qui a été développée, comme vous le savez, au siècle des Lumières, essentiellement par des philosophes français, qui s'appuient sur l'idée que le temps n'est pas cyclique, le temps est linéaire. Consécutivement à des découvertes faites par Newton, hein. Le temps ne peut pas être cyclique parce que, évidemment, il peut y avoir des cycles dans le temps. Vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des saisons, il y a l'alternance du jour et de la nuit, donc il y a des cycles dans le temps, mais ça ne veut pas dire que le temps est cyclique. D'ailleurs, si le temps était cyclique, comme on l'a cru dans certaines religions, dans certaines philosophies par exemple, on voit bien que un temps cyclique est un temps impossible. C'est-à-dire que l'idée même d'éternel retour, qui a été promue par les stoïciens, par Nietzsche, etc., c'est une idée absurde, puisque si on suppose que vous revenez toujours sur le même cycle, vous répétez les choses, vous pouvez les répéter, oui, mais pas à l'identique. Par exemple, si vous avez une première vie, un premier cycle, disons, vous parcourez ce cycle, et une fois qu'il est accompli, vous en commencez un autre. Très bien. C'est ça l'idée d'éternel retour, tout se répète. Et vous voyez bien que ce n'est pas la même chose dans les deux cas. La deuxième fois, si vous vous souvenez de la première fois, vous n'êtes pas dans la situation de la première fois, puisque la première fois, vous découvrez, et la seconde fois, vous êtes dans la rengaine, vous repérez que vous êtes déjà passé par là. Donc vous n'êtes pas dans la situation de la première fois. Donc il est impossible de vivre 2 fois de suite la même chose en étant conscient que c'est la deuxième fois. Et si, au contraire, vous faites l'hypothèse que la deuxième fois, vous ne vous souvenez pas de la première, il y a eu un reset de la mémoire, donc vous entamez le deuxième cycle sans reconnaître que vous êtes déjà passé par là puisque vous avez oublié la première fois, dans ce cas-là, vous ne savez pas que c'est la deuxième. Et donc, que vous fassiez ou non intervenir la mémoire, il est impossible de vivre la même chose 2 fois de suite en étant conscient de le faire. Mais la raison pour laquelle on a abandonné le sens cyclique, en plus de celle-là et d'autres, c'est le fait que les physiciens de l'époque, en tout cas, ils croyaient à ce qu'on appelle le principe de causalité, c'est-à-dire tout événement est l'effet d'une cause qui le précède. D'accord? Et il y a une chronologie obligatoire entre la cause et l'effet. La cause est toujours avant l'effet. Et ça, vous voyez que le seul fait de dire cela empêche le temps d'être cyclique, puisque dans un temps cyclique, un événement A peut enclencher plus tard une cause... Une cause A peut engendrer plus tard un effet B, et en allant dans le futur de B, dans un temps cyclique, on revient dans le passé de la cause. Donc l'effet peut rétroagir sur sa cause, ce qui viole le principe de causalité, alors que dans un temps linéaire, la cause engendre l'effet, et l'effet ne peut plus rétroagir sur sa propre cause, parce que le temps linéaire ne va pas repasser par les mêmes points, par les mêmes instants. Okay. Donc dans un temps linéaire, le passé est protégé de l'avenir. Le passé ne peut pas être modifié, évidemment, quoi qu'il se passe dans le futur, puisque le futur ne peut pas agir sur le passé. D'accord ? Et ce temps linéaire, évidemment, il va permettre de penser l'idée de progrès, c'est-à-dire il va permettre de penser un futur différent du présent. Alors que dans un temps cyclique, quoi que vous fassiez,
ça n'a pas d'effet à long terme puisque on va revenir à l'état de départ. Donc dans un temps cyclique, il faut avoir beaucoup de morale sans eux pour agir. Vouloir changer le monde dans un temps cyclique, dans un monde qui se répète, c'est une entreprise vaine. Et d'ailleurs, Nietzsche disait, le surhomme, c'est le type qui, bien qu'il sache que son action est vaine, continue de vouloir agir. Il affirme un primat de sa volonté sur le destin. Alors que dans un temps linéaire, vous pouvez penser que vos actions présentes auront dans le futur des effets qui, si vous vous y prenez bien, sont des effets désirables. Et donc, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée que le lieu du bien, le lieu du salut, à rebours de ce que pensaient beaucoup de philosophies et religions, c'est pas l'âge d'or du passé. L'âge d'or, c'est le futur. Il y a une sorte de renversement de sens. Le mieux nous attend, alors qu'avant, on pensait que nous quittions le mieux. Et vous avez toutes sortes de systèmes philosophiques, même de religions, qui invoquaient un âge d'or dont le temps qui passe ne cessait de nous éloigner. L'idée de progrès, c'est on renverse tout ça et on dit c'est dans le futur que le salut nous attend. Et il faut ajouter une deuxième chose, parce que le salut c'est un thème religieux. L'idée du progrès, c'est que le salut ne se passe pas là-haut, mais sur Terre. D'accord ? C'est-à-dire on vise le bonheur sur Terre et non pas le bonheur après la mort. Après, il y a beaucoup de choses qui vont intervenir et ajouter à la complexité de la notion, notamment la science. Et les gens se disent, la société, le monde, la qualité de nos vies morales, nos conditions de vie matérielles, nos systèmes politiques peuvent évoluer vers le meilleur, à condition que ce futur que nous désirons soit configuré. Et c'est là qu'on retrouve les magazines dont je parlais tout à l'heure. Il faut que ce soit configuré. En fait, il faut que, pour se mettre en marche, pour agir dans le sens qu'on souhaite, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Et donc l'idée de progrès, c'est je dessine un futur. Et le mot dessin, comme vous le savez, peut s'écrire de deux façons, IN ou EIN, et en fait, c'est les deux qui sont concernés là. Il faut le dessiner, c'est-à-dire le représenter, et en même temps se le donner comme objectif. Ce par quoi, d'ailleurs, l'idée de progrès se distingue de l'utopie. Le mot utopie est inventé par Thomas More au XVIe siècle. L'utopie, c'est un autre monde. On imagine un autre monde. Mais on ne se préoccupe pas de savoir s'il est réalisable ou si on peut l'atteindre. On rêve un autre monde. L'idée de progrès, c'est on ne rêve pas. On dessine un monde qui est crédible. Crédible, c'est-à-dire on pense pouvoir l'atteindre. Et il est désirable. Il faut les deux notions. Crédible, sinon on ne va pas se bouger, on va juste rêver. Et il faut qu'il soit désirable pour qu'on se mette en marche afin de le réaliser. D'accord ? Et cette idée-là, cette idée de progrès, qu'on écrivait d'ailleurs avec une majuscule au XIXe siècle, au XVIIIe aussi, cette idée-là a été motrice de cette période qu'on appelle la modernité, qui a duré en gros 4 siècles. Même si les philosophes des Lumières, c'est plutôt le XVIIIe, mais on voit que l'amorce se fait, disons, au XVIIe siècle, avec Galilée, avec Newton, avec Descartes, un peu plus tard avec d'autres. Mais c'est là que ces idées commencent à se mettre en place et vont être tellement fortes qu'elles vont structurer toute la suite de l'histoire. Et donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner cette façon de voir ? Alors pour aller un peu plus loin dans la définition du progrès, il y a cette idée dans le progrès que le mal n'est jamais absolu. Croire au progrès, c'est penser que le mal n'est jamais absolu. C'est-à-dire, c'est considérer que ce qui ne va pas, alors ce qui ne va pas dans n'importe quoi, dans une société, dans une exploitation, dans une entreprise, dans une famille, dans un système politique, vous pouvez allonger la liste à loisir, ce qui ne va pas n'est jamais condamné à ne pas aller. Autrement dit, pour le dire autrement, c'est l'idée que le négatif, ce qui ne va pas, est le ferment du meilleur.
C'est en travaillant sur ce qui ne va pas qu'on peut le sortir de sa négativité et le transformer en autre chose qui est mieux. D'accord ? C'est ça que je veux dire quand je dis que le mal n'est pas absolu, au sens où il n'est pas définitif. Vous pouvez travailler sur ce qui ne va pas, et ça va le faire progresser par définition. D'accord ? Et donc, vous voyez que cette idée de progrès, comme je la définis là, est une idée qui suppose de connaître le bien, de savoir ce qui est bien. Et c'est là qu'on a pris des leçons, notamment au XXe siècle. On s'est rendu compte que le bien est rarement une valeur universelle et que c'est toujours au nom du bien qu'on se bat. Voilà. Et donc une idée trop précise du bien a été souvent invoquée au cours de l'histoire pour massacrer des gens. On peut parler de la colonisation, mais de façon plus récente, on peut parler du nazisme, du communisme, qui sont des idéologies du bien. Lisez, parce qu'il a été réédité en Allemagne et en France, lisez Mein Kampf de Hitler. Le livre Mein Kampf est une philosophie du bien. Et donc on peut faire beaucoup de mal avec une philosophie du bien. Donc une idée trop précise du bien est une idée qui est meurtrière. Lisez Mein Kampf, il vous dit, Hitler, il vous dit, ben voilà ce que c'est qu'une bonne société. C'est une société où ça marche droit, les types sont des Aryens, des bons Aryens, si j'ose dire. Tout ça est très précis. Voilà ce que c'est qu'une bonne société. Et même une société parfaite. Donc, cette société étant parfaite et la plus désirable, comment la réaliser ? Ben, c'est très simple. On zigouille tous ceux qui empêchent cette société d'avenir. Les handicapés, les malades mentaux, les juifs, etc. D'accord ? Prenez le communisme, c'est un peu la même chose. On a l'idée d'une société parfaite, il y a des types qui ne sont pas d'accord, il y a des opposants, il y a des dissidents. Comment est-ce qu'on ne peut pas être d'accord avec une société parfaite ? Avec une solution d'explication ? C'est être fou. Donc les mecs, on les met dans les hôpitaux psychiatriques. D'accord ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce projet qui, étant bien, est forcément le meilleur. Et donc désirable. Lisez les communiqués des attentats rédigés par Daesh. Il faut les lire, hein, parce qu'on dit toujours c'est revendiqué par Daesh, mais il faut lire les communiqués. C'est toujours au nom du bien. C'est au nom du bien qu'on tue des gens. Ça a toujours été comme ça. D'accord ? Donc une idée trop précise du bien, voilà, c'est pas forcément ce qu'on peut désirer. Et donc que devient l'idée de progrès quand le bien n'est plus universel et plus facile à nommer ? Alors il y a des gens qui disent, bah, il y a aucun, au moins on doit se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le mal. Qu'est-ce qu'on appelle le mal ? Et si on arrive à éviter le mal, alors peut-être qu'on fera le bien par défaut, mais sans que ce soit un motif de guerre et de génocide. Et alors vous voyez que sur le mal, on n'est pas tous d'accord, quoi. Il y a des problèmes culturels, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de valeurs. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Qu'est-ce qu'on considère comme le mal ? Il y a des choses qui sont mal ici, qui sont tolérées ailleurs. Regardez les débats sur le voile, regardez les débats... Bon, il y a plein d'exemples sur lesquels je n'ai pas besoin d'insister. Vous voyez que là, l'idée de progrès, c'est un peu mise en crise. Il y a autre chose. C'est que les philosophes des Lumières, comme Condorcet ou d'Alembert, c'est des gens qui pensaient qu'il y avait un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Donc ils disaient, voilà, il y a du progrès scientifique. Il faut voir le choc qu'a été le XVIIIe siècle. Quand on voit que la physique, par exemple, celle de Newton, la mécanique, la gravitation, donne un pouvoir incroyable sur la nature. On comprend la gravitation, on peut prédire les éclipses du Soleil, de la Lune, on peut faire des engins mécaniques, on comprend des choses, quoi. C'est quand même une révolution dans l'histoire des idées par rapport à la physique d'avant, qui était la physique d'Aristote, qui est un pur blabla, qui n'a aucun effet sur le réel. Là, on a une physique qui est efficace. Et donc les gens se disent, tiens, on peut changer des choses, on peut, comme le dirait Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. C'est quand même... Et donc les gens se disent, mais avec des progrès scientifiques, on va pouvoir engendrer, de façon presque mécanique, justement, des progrès techniques.
Les progrès techniques vont engendrer un progrès matériel. On va mieux vivre. Le progrès matériel va engendrer un progrès moral. Et le progrès moral va engendrer un progrès politique. Et donc ces gens se disent finalement, avec la science, avec le reste, on va faire progresser globalement la société, et à la fin, on n'aura que des démocraties éclairées. Lisez d'Alembert, par exemple. D'Alembert, dans l'encyclopédie, écrit l'article qui s'intitule Géomètre. Géomètre, c'est l'ancien mot pour dire mathématicien. Et d'Alembert dit cette phrase incroyable, il dit « Prenez une société tyrannique, une société qui est soumise à un tyran, et dans cette société, vous formez quelques géomètres, quelques mathématiciens. » Parce que dit d'Alembert, c'est que quelques temps plus tard, si vous avez semé dans cette société la graine de la science, le peuple se libérera de son joug. Donc il pense que si on enseigne les maths quelque part, on va libérer la société. Vous connaissez la Corée du Nord. D'accord ? Il y a d'excellents géomètres en Corée du Nord. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient libres. C'est même tout le contraire. Donc si vous voulez, cette naïveté des philosophes des Lumières, elle est démentie par les faits. De même qu'ils pensaient que les progrès, quels qu'ils soient d'ailleurs, allaient se propager spatialement et temporellement et bénéficier à terme au genre humain. C'est pour ça que le progrès, voilà, allait diffuser, non seulement de génération en génération, mais géographiquement. Ce qui a d'ailleurs été l'argument moteur de la colonisation. Les gens là-bas sont un peu en retard par rapport à nous, on va les faire progresser. On les envahit, Bon, vous connaissez ça. Donc la colonisation, on la juge négativement aujourd'hui, mais elle a été faite là encore au nom du bien. Et même plus récemment, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan dans les années 80, ce qui a été la cause de mon service militaire, sinon j'aurais été exempté, ils disaient, les Afghans n'ont pas lu Marx, on va les envahir, ils vont lire Marx. C'est toujours pour le bien des gens qu'on les envahit. Eh bien, je ne sais pas ce que je voulais dire. Avant de parler de l'Afghanistan, je parlais de quoi ? Voilà. Oui, il pensait que donc le progrès allait bénéficier au genre humain. Le genre humain, c'est l'humanité tout entière. Et on voit que ça ne marche pas. Enfin, ça n'a pas marché. Ça, on peut dire que le progrès se propage temporellement en un lieu donné. Nous vivons mieux que nos grands-parents en termes de confort. Ma grand-mère, qui était paysanne, quand je lui parlais de sa vie, elle me disait, je lui demandais, c'est quoi l'invention qui a le plus changé ta vie ? Je m'attendais à ce qu'elle parle de la radio, de la télé. Elle m'a dit, les bottes en caoutchouc. Bottes en caoutchouc. Ça a changé. La fin des sabots. Pour elle, ça a été la révolution. Bon. Et aujourd'hui, on voit bien que le progrès n'a pas diffusé spatialement. On est 7 milliards sur Terre, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique. Jamais. Alors ces gens, on ne les voit pas, ils ne sont pas à la télé, on oublie qu'ils existent, mais ils existent. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique. Dans la forêt d'Amazonie, dans d'autres régions reculées. Voilà. Ces gens, on les oublie, mais ils sont quand même sur Terre. Ça veut dire que le progrès technique, contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'a pas diffusé spatialement. Alors on dit toujours les Africains ont tous un téléphone portable. Bon, c'est vrai. Il y a des tas de régions où on est passé directement de l'absence de téléphone tout court au téléphone portable, sans passer par le téléphone fixe. C'est le cas donc de beaucoup de pays africains. Mais il y a encore des milliards de personnes, des millions de personnes en tout cas, pour lesquelles l'accès à l'eau est un problème, l'accès à l'énergie est un problème. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation directe entre, en tout cas quand on est
dans des régimes à baisse consommation d'énergie entre le niveau de vie général et la consommation d'énergie. Les gens qui ont peu d'énergie à consommer vivent beaucoup plus mal que ceux qui en ont beaucoup. Alors, il y a une croissance linéaire entre la consommation d'énergie individuelle et, disons, le bien-être, quand cette consommation n'est pas trop forte. Quand elle devient trop forte, il y a une saturation. Les Américains consomment 4 fois plus d'énergie que les Français en moyenne par individu, mais ils n'ont pas 4 fois plus de bien-être que les Français. Donc c'est des relations compliquées, et donc il faut regarder le bilan général de tout cela et essayer de voir qu'est-ce qui, dans les propos des Lumières, a résisté au temps, et puis qu'est-ce qu'il faut réinterroger, réadapter, et comment l'histoire nous enseigne sur la pertinence de cette idée. D'ailleurs, on peut faire une sorte d'expérience de pensée. Une expérience de pensée, vous savez ce que c'est, on imagine une situation, on invente un scénario, puis on voit ce qu'il pourrait donner comme conclusion. Alors, l'expérience de pensée que je vous propose, c'est on prend quelques-uns des philosophes des Lumières, donc Condorcet, d'Alembert, Voltaire, Diderot, on prend Spencer parce qu'il faut bien mettre un étranger, et on les met dans une capsule temporelle qui les transporte depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis on regarde leur réaction. Alors évidemment, on ne va pas les balader tout de suite dans Paris ou ailleurs. On va ménager des étapes pour leur parcours afin qu'ils puissent comprendre à chaque étape ce qui se passe. Donc déjà, ils verraient qu'on a transformé une église en salle de conf. Alors là, je pense que ça les choquerait. Mais première étape, on les emmène dans une classe de terminale, dans un lycée, pour suivre un cours de maths. Ils vont être éblouis. Ils vont voir que en France, l'école est obligatoire et on enseigne à des jeunes gens de 17 ou 18 ans quelques équations différentielles, le calcul matriciel, la théorie des ensembles, qu'aucun ne connaît. Descartes, il ne sait pas ce que c'est que la théorie des ensembles, il ne connaît pas les matrices. Donc ils vont voir qu'on enseigne à tous les enfants des choses qu'eux-mêmes ignorent. Et donc un élève de terminale, aujourd'hui, on sait plus qu'eux en maths. Pas dans tous les domaines, on est d'accord. Et ce que je suis en train de dire n'implique pas que les élèves de terminale ont plus de génie que Descartes ou les autres. Mais ils ont des connaissances qu'ils n'avaient pas. Donc ils vont se dire, incroyable, parce que ça, ils ne l'avaient pas envisagé. Donc ils vont se dire, tiens, les choses sont allées encore plus loin et de meilleure manière que ce qu'on avait imaginé. Ensuite, on les emmène au CERN. Vous savez, le CERN, c'est un laboratoire où j'ai travaillé, qui est à Genève. On fait de la physique des particules. On a construit une machine qu'il faut visiter, qui fait 27 km de circonférence dans un tunnel de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Et là-dedans, on fait des collisions de protons à haute énergie qui reproduisent les conditions physiques de l'univers primordial. Et donc on voit par ces phénomènes les phénomènes physiques qui se déroulaient il y a 13 milliards d'années dans l'univers. Et qui ne se déroulent plus dans l'univers puisque l'univers est en expansion, se refroidit, donc il n'a plus assez d'énergie pour produire de tels phénomènes. On a appris beaucoup de choses. Vous avez peut-être entendu parler en 2012 de la découverte d'une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Bon. Cette découverte, qui était attendue depuis 40 ans, a changé complètement notre façon de comprendre le lien entre matière et masse. Et on a compris d'où vient que les particules élémentaires ont une masse non nulle. C'était un problème avant. Et donc on explique tout ça à Galilée et aux autres. On va être bluffés. Ils vont être complètement bluffés. D'abord, ils vont voir les instruments monstrueux, les détecteurs du LHC ne tiendraient pas dans Notre-Dame, tellement ils sont volumineux et complexes. Ils vont être scotchés, quoi. Et puis, ils vont voir surtout que les découvertes des physiciens changent certains problèmes philosophiques. C'est-à-dire, ont un effet sur la façon de penser certaines choses. Ils vont être stupéfaits. Et ils vont se rendre compte, et nous aussi par la même occasion, que notre histoire nous a amenés à des progrès techniques, scientifiques,
qui vaut bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Bien au-delà. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé n'a été anticipé par personne. Même Jules Verne, il n'a pas anticipé le téléphone portable, Internet, etc. Il a anticipé qu'on pourrait aller sur la Lune facilement. Ça, c'est pas vrai. Mais il n'a pas anticipé les révolutions technologiques qui ont changé ma vie, qui changent la vôtre, le numérique, etc. La télévision. Donc, on est allé plus loin sur ces questions-là que ce qu'ils avaient imaginé. Alors, je parle de télévision. Là, ça, c'est une bonne idée. Parce que prenons ces gens qui sont arrivés en 2017 et on leur explique dans un coin, vous savez, au 19e siècle, des physiciens ont découvert une nouvelle interaction fondamentale qui s'appelle l'électromagnétisme. Et grâce à cette interaction, plusieurs décennies plus tard, au milieu du XXe siècle, des ingénieurs ont utilisé cette interaction pour fabriquer des boîtes parallélépipédiques dans lesquelles on peut transmettre du son et de l'image. On appelle ça la télévision. Et on peut l'installer dans tous les foyers. On leur explique simplement l'idée. Ils vont dire, putain, génial. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous diffusez donc tous les cours du Collège de France dans les foyers? C'est ça qu'ils vont penser. Ils vont penser ça. Et là, vous les mettez devant TF1 samedi soir. Ou une chaîne commerciale quelconque. Et là, les gars ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi ce truc? D'accord? Ils vont dire, il y a une allotélie. Allotélie, c'est un mot pour dire, télie, c'est le télos, c'est le but. Allo, c'est autre. C'est-à-dire, ce que vous avez fait avec ça, c'est bien autre chose que ce que vous auriez dû faire. Vous auriez dû être dans la promotion de la culture, des connaissances, des sciences, de la beauté. Et vous remplissez le temps de cerveau disponible des gens, pour reprendre l'expression, avec de la daube. Mais pourquoi vous faites ça? Ils seraient furieux. Je ne veux pas parler à leur place. Mais je pense que Condorcet, d'Alembert et les autres noms que j'ai cités sont des gens qui crieraient à la trahison. Vous nous avez trahis. Alors, quand on parle de cela, en général, quand on parle de trahison, on a trahi l'idée de progrès, etc., on parle toujours de la Seconde Guerre mondiale, même de la Première, au sens où la technique et la science se sont retournées contre l'humain. La science est faite complice de la barbarie. Il y a un très beau texte d'ailleurs, parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment un tournant énorme, mais moi je pense que le vrai tournant, c'est la Première Guerre mondiale. C'est vraiment la première. La première, c'est une guerre où la technique écrase l'homme. Les types se font bombarder, massacrer par de la technique. Il y a un très beau texte de Drieux-La Rochelle. Alors Drieux-La Rochelle, il faut pas le citer parce qu'il a été collabo, etc. Mais il a fait la bataille de la Somme. Et il raconte qu'un jour, sa section d'assaut charge, sort de la tranchée, charge. Et il voit tous ses copains qui sont embarqués par des obus. Et embarqués, ça veut dire il y a l'obus qui emporte le corps et il voit le pantalon qui tombe. Enfin, c'est presque un dessin animé. Le corps est emporté, il y a l'uniforme qui tombe. Et il dit, cette phrase incroyable, ils étaient massacrés par de vieux calculs oubliés. Phrase incroyable. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a un ingénieur dans un coin qui a conçu la mitrailleuse. C'est pas lui qui est aux manettes, et le type qui mitraille, il sait même pas qui il mitraille. D'accord? Ça, c'est un changement dans la guerre. On n'est plus dans le rapport direct, on n'est plus dans le corps à corps, ou même le tir à portée de fusil, on est dans un massacre technique. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, va accentuer cela de façon dramatique, mais le tournant, il est là. D'accord? Et donc, c'est toujours ces exemples-là qu'on cite à juste titre, où la science, la technique se retourne contre l'humanité, mais les chaînes commerciales de télévision, aujourd'hui, à mon avis, se retournent aussi un peu contre l'humanité. Avec, malheureusement, une certaine complicité de l'humanité.
puisque ces chaînes n'existeraient pas si elles n'étaient pas regardées. Bon. Et maintenant, pour terminer avec cette idée de progrès, quand vous ouvrez le dictionnaire et que vous essayez de regarder ce que veut dire progrès, vous allez voir beaucoup de façons de le dire. Bon. Elles ne sont pas toutes compatibles entre elles d'ailleurs, mais elles ont quand même un noyau dur en commun, qui est que l'idée de progrès, ça a été dit par Kant d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Qu'est-ce que sont les Lumières? Que sont les Lumières? Et Kant dit le progrès, c'est d'abord une idée consolante. Un peu pour les raisons que j'ai dites, mais il dit c'est une idée consolante de deux façons. Premièrement, elle est consolante par le fait qu'elle nous réconcilie avec notre présent, par le fait qu'elle promet que nos enfants vivront mieux que nous. Donc nous supportons les conditions malheureuses du présent au motif que ce présent-là n'est pas définitif. Et nos enfants, nos descendants pourront connaître un monde meilleur. Donc ça nous console du présent. Mais, dit-il, elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice que cette idée impose. Parce que du coup, on se sacrifie, on travaille, mais ça a du sens puisque c'est pour faire advenir un monde meilleur. D'accord ? Et le mot important, c'est le mot sacrifice. Parce qu'il ajoute ensuite, oui, le progrès est une idée sacrificielle. Et en gros, je le dis là en une phrase qui n'est pas une phrase de Kant, mais une phrase qui résume un peu son propos. Ce qu'il pense, c'est que croire au progrès, finalement, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Voilà. Vous avez tous entendu parler, et peut-être vécu en partie, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Mon père était ingénieur pendant cette période. Il est exactement dans ce schéma-là. Il a sacrifié du présent personnel au nom d'un futur collectif. La France d'après-guerre était un peu en ruine, dans certains endroits en tout cas. Il fallait la moderniser, l'équiper, mettre du courant électrique partout. Et mon père, il a passé sa vie à travailler dans ce domaine-là, en ayant le sentiment que c'était son devoir et que le sacrifice qu'il accomplissait avait un sens, puisque ça allait donc donner à son pays un rayonnement, au deux sens du terme, qui était la meilleure des choses qu'on puisse imaginer. D'accord ? Donc, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Autrement dit, croire au progrès, c'est refuser la bohème. La bohème. Et on refuse de rien faire, de glander, de jouer de la flûte dans la rue. Non, non, il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, le premier mouvement organisé contre l'idée de progrès au XIXe siècle, je ne parle pas des romantiques avec le courant romantique, mais je parle simplement de la bohème, c'est ça. Hein, la bohème au XIXe siècle, c'est ça. Vous nous dites que demain sera meilleur, ok, mais nous, on ne sera pas là demain. Donc, on veut jouir de ce qui se passe maintenant, on veut profiter de la vie, on ne veut pas se sacrifier pour demain. Demain, ils se débrouilleront. Nous, notre vie, c'est ici, maintenant, et donc, voilà. Et donc, vous voyez que l'idée de progrès réclame un sacrifice, et ce sacrifice n'a de sens que s'il y a un projet collectif. Autrement dit, l'idée de progrès réclame une philosophie de l'histoire. Elle demande qu'on trace le futur, qu'on le dessine à l'avance. Alors en général, les philosophies de l'histoire, c'est des idéologies. Hein. Ça a été le nazisme, ça a été le communisme ou d'autres. Aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Il n'y en a plus. Et il se pourrait que nous ne puissions pas fabriquer une philosophie de l'histoire sans idéologie. Et n'ayant plus de philosophie de l'histoire, nous ne pouvons plus parler de progrès puisque nous n'avons pas les capacités de dessiner le futur.
Qui d'entre vous a une idée de ce que sera 2050 ? En termes d'énergie, en termes de géopolitique, en termes d'éducation. Est-ce qu'il y aura encore des enfants dans les écoles ou est-ce qu'ils seront tous devant des écrans? Ou est-ce qu'on mettra les connaissances dans leur cerveau directement par des puces? Personne n'en sait rien. D'accord? Que sera le climat dans 50 ans? Ce qu'on sait, c'est que ce sera une catastrophe. Mais du coup, à chaque fois qu'on peut prédire le futur, c'est une catastrophe. Les domaines dans lesquels on peut prédire, climat, énergie, etc., ressources naturelles. Pourquoi l'iPhone 10 là, qui vient de sortir est si cher? Pourquoi il est si cher? Alors qu'il est fabriqué par des Chinois qu'on ne paye pas. Pourquoi il est si cher? Parce qu'il prend des matières premières extrêmement rares. Étant rares, elles sont chères. Ce qui veut dire qu'on est en train de fabriquer des trucs pour lesquels il n'y a pas de matériaux à long terme disponibles. Donc à chaque fois qu'on peut faire des extrapolations, on tombe dans cette situation critique. Du coup, on ne regarde pas trop et le futur est laissé en lévitation intellectuelle. Personne ne parle du futur. Et comme la nature a horreur du vide, à force de ne pas en parler, il se laisse coloniser par les peurs. Et donc, le futur devient le lieu de la catastrophe. Et non plus du tout le lieu de la révolution. C'est ça le retournement de la flèche du temps dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même incroyable d'avoir vécu ça en une génération. Quand j'étais lycéen, tous les matins, à l'entrée du lycée, des gars nous distribuaient des tracts, dans les années 70, nous appelant à faire la révolution. Donc l'idée, c'était que nous devions agir dans le présent pour préparer la révolution. Aujourd'hui, qui fait ça? Personne. Par contre, il y a un discours sur la catastrophe. Et on vous dit, voilà la catastrophe qui s'annonce, et vous devez agir dans le présent pour empêcher la catastrophe. Ça veut dire qu'en une génération, la figure symbolique de la révolution a été remplacée par la figure symbolique de la catastrophe. C'est quand même pas excitant pour un adolescent. Les adolescents, ils s'attendent à vivre des catastrophes. Moi, je ne croyais pas à la révolution, évidemment, mais quand même, on parlait d'un futur désirable, d'un futur agréable. Et donc, il y a eu ce changement, et toutes les raisons que je viens d'expliquer sont peut-être à mettre au crédit de l'explication de la disparition du mot progrès. C'est-à-dire, si on ne parle plus du progrès, c'est peut-être parce qu'il y a eu tout ça. Alors, vous voyez que dans le fait de liquider le progrès, de liquider le mot et l'idée qui va avec, il y a une sorte de contradiction. Alors pourquoi? Parce que si on regarde l'histoire, je ne vais pas vous encombrer avec trop de références historiques, d'autant que je ne les connais pas toutes, mais en gros, dans l'élaboration de l'idée de progrès, on peut distinguer deux phases. Il y a une première phase dont j'ai parlé, le siècle des Lumières, et comme son nom l'indique, c'est l'idée que le symbole associé au progrès, c'est la lumière. C'est-à-dire étonnant qu'on ait pris comme symbole la lumière avant la découverte de l'électricité. 18e siècle, il n'y a pas d'électricité, mais on pense à la lumière. Et on s'appuie sur la physique de Newton, c'est-à-dire sur l'idée de conservation. Voilà, les choses se conservent. On va aller de l'avant, toujours. Évidemment, il y aura des accidents. Mais peu importe. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc même les accidents de l'histoire sont la preuve qu'on est en marche. D'accord ? Et donc les choses les plus abominables ont pu se passer sans que ça remette en cause la croyance dans le fait que l'histoire va dans le bon sens. Là encore, la Première Guerre mondiale, c'est une bonne illustration de ça. Je parlais de la bataille de la Somme. Le premier jour, moi je connais bien cette bataille pour des raisons personnelles, enfin familiales, disons. Le premier jour de la bataille, 60 000 morts.
les types n'avaient pas le droit de courir. On disait que l'artillerie avait été enterrée décimée par les bombardements. En fait, les Allemands avaient enterré les canons et les ont sortis, et ça a été le massacre. Le lendemain, les gars ont le droit de courir. 40 000 morts. Bon, vous voyez, aujourd'hui, une telle situation, s'il se passait la même chose, ben les soldats, ils rentrent chez eux le soir. Ils rentrent chez eux. D'accord ? Ça veut dire que pour accepter de rester là, il faut avoir une certaine idée du sens de l'histoire qui justifie qu'on le fasse. Ok ? Ensuite, il y a eu un deuxième moment dans l'histoire de l'idée de progrès où le symbole n'a plus été la lumière, mais a été la chaleur, la machine à vapeur. Donc c'est la révolution industrielle, 19e siècle. D'accord ? Et puis depuis, l'idée de progrès n'a pas progressé, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de l'associer à de nouveaux symboles. Et donc, si vous croyez au progrès, alors que vous allez écrire avec une minuscule, pas avec une majuscule, si vous croyez au progrès, alors vous devez faire progresser l'idée de progrès. D'accord ? Et c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est qu'au lieu de faire progresser l'idée de progrès, c'est-à-dire de soumettre cette idée à elle-même, on l'abandonne. On dit le progrès est mort, le progrès nous détruit, etc. Crée plus de mal que de bien. On abandonne l'idée, alors que si on continuait d'y croire, on s'arrangerait pour la faire progresser. D'ailleurs, il y a une chose assez curieuse, mais c'est une anecdote qui n'a pas de portée au-delà d'elle-même. L'idée de progrès, vous savez ce que c'est qu'un anagramme ? Un anagramme, c'est on prend un mot, une phrase, on prend les lettres, on les change de place. Puis on regarde ce que ça donne. Par exemple, carpe diem, ce proverbe latin, profiter du jour, qui est une phrase que j'ai toujours trouvée un peu déprimante. En fait, c'est la phrase de la bohème, hein, c'est profiter du jour, profiter de l'instant, etc. C'est très bien, mais sauf que l'instant étant par définition voué à disparaître, vous profitez d'un truc qui disparaît tout le temps, quoi. Donc c'est une frustration permanente. Et donc moi j'ai toujours trouvé cette phrase d'abord sans aucun sens et puis déprimante. Voilà. Et c'est pas étonnant parce que si vous prenez les lettres de carpe diem et que vous les changez de sens, alors on a le droit de mettre un accent sur les E qui n'en ont pas, on a le droit de mettre des cédilles aux C qui n'ont pas de cédilles. Et donc carpe diem, ça fait tout simplement ça déprime. D'accord ? Eh bien l'idée de progrès, vous faites le même travail, vous changez les lettres de position et ça vous donne le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres. L'idée de progrès, le degré d'espoir. Et ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué pendant ce début de matinée, à savoir que le progrès va avoir à voir avec l'idée d'espoir. Et l'espoir, c'est pas simplement l'espérance, au sens où on attend qu'il se passe quelque chose de bien qu'on n'a pas forcément préparé. C'est l'espoir au sens où il met en œuvre des actions qui permettent d'en voir les effets. Et vous avez comme moi vécu la dernière campagne présidentielle, et vous voyez, dans les propos des campagnes, des candidats, on ne va jamais très loin. On va jamais très loin. C'est des horizons. L'Europe s'est donné comme horizon 2020. C'est demain. C'est pas 2050. Alors celui qui a quand même beaucoup parlé d'avenir, c'est Macron. Il était le seul. Il a même parlé de progrès, lui. Et on peut se demander si c'est pas la cause de son élection. C'est-à-dire, il s'est mis à parler de futur. Comme il est jeune, il est crédible. Quand un vieux personnage parle du futur, on se demande s'il est toujours très engagé dans ce qu'il dit. Mais quand c'est un jeune, on se dit que ça l'intéresse. Et il a lancé une forme de dynamique en marche. Alors en marche, ça ne dit pas où on va, mais ça dit déjà qu'on est en mouvement, donc c'est un premier pas, si j'ose dire. Et c'est peut-être ça, c'est qu'on a envie justement de relancer la dynamique. Il y a d'ailleurs dans cette évolution un facteur qui est presque numérologique. Pourquoi est-ce qu'on a autant investi dans l'an 2000, dans les années 70 ? Pourquoi il a été autant mis en avant comme perspective ? Il y a eu la conquête de la Lune, il y a eu toutes sortes de choses qui étaient annoncées pour l'an 2000. C'était une obsession l'an 2000. On a l'impression qu'on allait changer
qu'on allait couper l'histoire en deux. Il y avait l'histoire d'avant et l'histoire d'après. Bon. Et puis après, quand le 2000 a été passé, on parle de déclin. C'est quand même bizarre. Et je pense que là-dedans, il y a un effet numérologique. Parce que 2000, c'était un compte rond qui signifiait à la fois un changement de siècle, mais aussi un changement de millénaire. On changeait de millénaire. Et c'est un peu comme quand vous escaladez une montagne. Quand vous faites un sommet, dans l'ascension, vous êtes concentré, tendu, c'est l'objectif. Et vous ne pensez qu'au sommet, en fait. Puis une fois que vous êtes au sommet, il faut descendre. Et en fait, la descente, psychiquement, elle n'avait pas été intégrée. C'est un truc qui vient en plus, c'est une galère en général. En fait, quand on pense à faire un sommet, on pense qu'à la montée, on ne pense pas à la descente. Et la descente est toujours un moment déceptif. On est un peu déçu, on a mal, on n'est plus dans l'attente. Si, on est dans l'attente de l'arrivée, mais on n'est pas dans l'attente de ce qui avait fait la raison de l'ascension. Et je pense que depuis l'an 2000, on est un peu comme ça, au sens où on n'a plus d'horizon à mettre en avant. 2050, on ne sait pas. 2100, c'est trop loin. Et 3000, c'est encore pire. Et donc, on n'arrive pas à se donner un chiffre, une année symbolique, qui serait le lieu dans lequel on pourrait projeter un état de la société qui correspondrait à nos efforts. Okay. Pour finir sur le mot progrès, dernier mot, ça c'est une chose qu'on comprend bien aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous mettez en avant l'idée de progrès, vous mettez la société dans laquelle vous êtes en crise. D'ailleurs, l'idée de crise, ça a été montré par une philosophe qui s'appelle Muriel Rovaud-Dallon. L'idée de crise a à voir avec l'idée de progrès. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que l'idée de progrès vous invite, par construction, à comparer la société dans laquelle vous êtes à ce qu'elle pourrait devenir. Donc vous la comparez à autre chose qu'elle-même. Donc, vous la mettez en déséquilibre. Parce que vous allez voir tout ce qui ne va pas. Et donc, vous allez avoir sur elle un regard critique. Critique, ça veut dire crise. Okay. Moi, depuis que je suis né, j'entends parler de crise. Crise du pétrole, crise financière, crise agricole, on en parle aussi. Donc, il y a toujours eu des crises. On parle tout le temps de crise. Mais aujourd'hui, on parle de la crise avec un grand C. Comme c'était une crise transcendantale. Ce n'est pas la crise de quelque chose, c'est une crise globale. Et cette crise globale est à mettre en relation avec le fait que l'histoire n'est plus pilotée. Il n'y a plus une philosophie de l'histoire qui donne sens à ce qui se passe. Et d'ailleurs, si des gens revenaient avec une philosophie d'histoire, on aurait tendance à les trouver un peu ridicules. Hein. Il y a des gens qui essaient de penser de l'avenir, qui font de la prospective, mais ils ne sont pas vraiment crédibles. Parce que les ressorts de la prédiction sont cassés. On n'arrive pas à prédire ce que la société va devenir parce que on n'est pas capable de dire quel va être l'effet sur cette société des technologies nouvelles qui apparaissent. Vous-même, dans vos métiers, je pense que vous voyez des innovations technologiques très nombreuses. Donc vous faites des choses que vos parents, que nos ancêtres ne faisaient pas. Donc nous sommes tous conscients de faire l'histoire, collectivement. C'est-à-dire, nous faisons des choses complètement inédites. Inédites, ça veut dire qu'elles n'existaient pas dans le passé, qui changent énormément de choses dans nos façons de travailler, dans l'économie, dans notre relation aux autres, dans notre relation aux connaissances. Regardez comment le téléphone portable, tout bêtement, a changé la relation entre les individus, ou Internet. Mes étudiants n'ont absolument pas du tout les mêmes relations que j'avais avec mes collègues de promotion. Ils ne se parlent plus. En fait, ils ne se parlent plus. Ils s'envoient des photos et des textos.
mais ils ne se parlent plus. C'est quand même assez incroyable. Dans les booms, enfin ce qu'on appelait les booms, qu'ils appellent les fêtes, ils ne draguent plus. Ils ne draguent plus. Incroyable. Ils font ça par, je sais pas comment ils font. Je ne sais même pas s'ils le font autrement. C'est incroyable. Et donc, nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire. Nous le savons. Mais aucun d'entre nous n'est capable de dire quelle histoire nous faisons. Voilà. Personne ne peut le dire. Ça, c'est pas très nouveau, mais on en prend conscience. Paul Valéry disait en 1911, l'homme en général sait ce qu'il fait. En général, on sait ce qu'on fait. Un ingénieur qui construit une centrale nucléaire, il sait ce qu'il fait. Un ingénieur qui construit une voiture, il sait ce qu'il fait. Mais, ajoutait Paul Valéry, si l'homme sait en général ce qu'il fait, il ne sait pas, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. D'accord ? C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de savoir comment telle innovation va changer telle ou telle chose. Parce que nous ne savons pas comment la société va s'emparer de cette innovation. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est l'heure de la pause, je vous donne un exemple. Ah non, c'est 10h15. D'accord. Ok. Je vous donne un exemple. Vous savez qui a inventé le web ? Ça a été inventé dans les années 85-86 au CERN, au laboratoire dont j'ai parlé, par 2 ingénieurs. 2. Ils avaient 30 ans à l'époque. C'était l'époque où on faisait tourner un accélérateur qui s'appelait le LEP, qui lui aussi faisait 27 km de circonférence, pour produire des particules qu'on appelle les bosons intermédiaires, mais peu importe. C'est un gros projet. Sur chaque expérience, il y en avait 4 au total, il y avait 600 physiciens. Il fallait envoyer les données recueillies par la machine dans le monde entier, dans les laboratoires du monde entier. Et donc il fallait trouver un système de transmission des données qui puisse être recueilli, je parle des données, par tous les logiciels, tous les systèmes d'information, tous les protocoles informatiques du Pakistan. Enfin, Pakistan, c'est pas vraiment le truc, mais disons aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, partout. Et donc ils ont inventé ce format de fichier HTTP qui était universel, qui pouvait être lu dans tous les formalismes informatiques de l'époque. Et puis ça a été ça a donné le fameux www. Moi, j'étais au CERN à l'époque, j'ai vu la première démonstration dans le grand amphi du CERN. J'étais complètement scotché puisqu'on arrivait à lire sur l'écran le catalogue de la bibliothèque, la grande bibliothèque de New Delhi. Donc le type nous fait défiler, voilà, la liste des livres qui sont accessibles à New Delhi dans la bibliothèque en temps réel. Donc on était complètement scotché, quoi. Ces 2 physiciens, ces 2 ingénieurs n'ont pas déposé de brevet. Parce qu'ils disaient, ouais, c'est pour aider les copains. Et vous voyez ce qui est devenu leur petit truc. Ils ont fait quelque chose pour servir une petite communauté. Et ça a donné ce que vous savez. Alors quand je les ai vus il n'y a pas longtemps, et je leur ai dit, quand vous avez fait votre truc là, vous saviez que ça allait donner une mythique, les clubs de rencontres, que vous alliez en fait déterminer les relations hommes-femmes par votre invention ? Ah ben non, nous on voulait transmettre les données du boson intermédiaire. Donc c'est une illustration de la phrase de Valéry. Ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'allait faire ce qu'ils ont fait. D'accord ? Et donc d'une certaine façon, on ne peut pas prévoir ce que les innovations enclenchent comme modification dans une société donnée. Vous connaissez le concours Lépine. Il y a des inventeurs, les types, ils amènent des inventions. En général, ça n'a aucune suite. Ils ont un prix, mais une innovation, c'est pas simplement une invention. D'ailleurs, il
il y a des innovations sans invention. Il y en a même beaucoup. Prenez par exemple les Vélib à Paris, ou dans d'autres villes, le vélo qu'on peut emprunter avec une carte, etc. Il n'y a aucune invention. On n'a pas inventé le vélo, on n'a pas inventé pour se faire les cartes à puce. Donc c'est une innovation majeure qui change la vie dans les villes, les transports. Une innovation majeure, mais sans invention. Et la contraposée, c'est qu'il y a énormément d'inventions qui ne sont pas des innovations parce que ça n'intéresse personne. Vous connaissez la revue Sciences et Vie. La revue Sciences et Vie, elle a 110 ans. Et j'ai pu consulter le premier numéro. Et en fait, à l'époque, Sciences et Vie avait sur les 50 pages du magazine, il y avait à peu près 20 où on présentait les dernières inventions. Avec beaucoup d'enthousiasme. À l'époque, les voitures n'avaient pas de pare-brise. Et donc, l'invention qui était la plus mise en avant par ce premier magazine, c'était comment fumer un cigare en bagnole. Et donc, c'est une sorte de capuchon qu'on peut emboîter sur le cigare, qui va le protéger du vent, enfin du souffle de l'air quand on roule en voiture. Donc l'invention, c'est que vous pourrez continuer à fumer votre cigare sans qu'il soit trop vite consumé en conduisant votre voiture. Bon, ouais, invention géniale, mais qui n'a pas une suite extraordinaire. D'accord ? Et donc, avant qu'on fasse la pause, je voudrais vous dire, là je vous ai parlé de la rhétorique du progrès, et je pense que vous avez compris que l'idée de progrès s'appuie toujours, pour être motrice, sur une certaine idée du futur. Vous ne pouvez pas défendre l'idée de progrès sans parler en même temps du futur. Or, nous ne parlons plus du futur, ce qui a condamné l'idée de progrès. C'est aussi une idée qui change le rapport qu'on a avec le risque. Aujourd'hui, on parle beaucoup de risque, principe de précaution, vous connaissez ça. Mais le risque, quand le progrès est une idée vivace, est une idée parfaitement acceptée. Je vous donne un exemple. En 1848, il y a eu en France le premier accident de chemin de fer important. C'était sur la ligne Paris-Meudon. Le train emportait 52 passagers. Ils sont tous morts, carbonisés dans des conditions atroces. Et il y a eu un débat dans la presse. Il y avait déjà eu un débat avant, vous savez, on se demandait si les gens allaient pouvoir respirer dans les trains à cause de la vitesse. Il y avait des critiques. Mais là, il y a un accident. Et donc, il y a un courant qui se développe et qui demande qu'on arrête les chemins de fer. Lamartine, qui était député à l'époque, monte à la tribune de la Chambre des députés, prononce un discours incroyable, dans lequel il invoque l'idée de progrès pour accepter ce sacrifice. Et il dit, dernier mot du discours, plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, parce que nous sommes en deuil, mais marchons. Phrase incroyable. Ce n'est pas un accident qui va entraver la marche du progrès. Vous imaginez un ministre ou un député aujourd'hui, après un accident important, faire une telle déclaration ? Non, impossible. Ce qui veut dire que notre rapport au risque a complètement changé. L'idée de progrès va avec le risque. L'idée d'innovation dont je vais parler aussi, sauf qu'on ne le dit pas, puisque on a mis un principe de précaution qui vise en fait à éliminer autant que faire se peut l'idée même de risque. D'accord ? Donc vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors maintenant, j'en viens au mot innovation. J'ai dit que c'était un mot tout neuf. En fait, c'est un mot qui existe dans la littérature philosophique très ancienne. En fait, c'est un mot qui vient du... Innovation, c'est un mot qui vient du bas latin. Il faudra que je demande à notre ami, si je ne me trompe pas, mais
Je crois que c'est un mot qui apparaît dans la théologie au XIIIe siècle. Innovatio, c'est une petite variation autour du dogme. On change un peu le dogme. Et c'est un mot qui n'est pas forcément vu de façon positive, parce que, évidemment, si vous commencez à innover en matière de dogme, ça peut conduire à des discours hérétiques. Ensuite, c'est un mot qui va apparaître dans le vocabulaire juridique. Innovatio, c'est un avenant à un contrat. Et vous établissez un contrat, et puis il y a un petit changement dans le contexte qui fait que vous allez non pas rompre le contrat, mais lui ajouter quelque chose pour l'adapter. Donc c'est une innovation au contrat, c'est une nouveauté qui permet de ne pas changer le contrat. Voilà. On change quelque chose pour que ça ne change pas, paradoxalement. Ensuite, ça va intervenir dans le vocabulaire politique, par exemple dans le livre de Machiavel, Le Prince. Machiavel parle de l'innovation politique, et il dit en gros qu'un prince, une fois qu'il a le pouvoir, ne doit surtout pas innover, rien faire, sauf quand son pouvoir est menacé. C'est la menace exercée contre son pouvoir qui est le moteur de sa propre innovation. On ne parle pas de technique, là, on ne parle pas de science. Et puis, le premier à associer la science, la technique et l'innovation, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, au XVIIe siècle. Francis Bacon, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le gars auquel Emmanuel Kant a dédié la critique de la raison pure. Hein. Donc c'est un philosophe qui, dans l'histoire, a eu une importance considérable. Il a écrit plusieurs livres, notamment un qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux. C'est un livre qui a été traduit en français, vous pouvez l'acheter. Et dedans, il y a un chapitre incroyable qui s'intitule L'innovation. Et c'est un chapitre, j'aurais pu vous l'amener, mais je pourrais vous l'envoyer. C'est un chapitre incroyable parce que si vous le lisez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il a été écrit la semaine dernière. Moi, je le donne à lire à mes étudiants à Centrale. Je leur donne le texte, enfin une partie du texte, sans dire qui l'a écrit ni quand. Je leur donne 1 heure pour le lire et je leur demande ensuite, à votre avis, qui a écrit ça et quand. Alors, il y en a beaucoup qui hésitent, mais en gros, ils me disent ça doit être Jacques Attali dans Le Monde de la semaine dernière, ou bien Alain Minc dans Le Point, ou bien bref. Ils pensent que c'est un texte d'aujourd'hui. Or, c'est un texte de 1632. Et le fait qu'il fasse cette confusion est une preuve éclatante du fait qu'aujourd'hui, nous parlons de l'innovation comme Francis Bacon. Or, Francis Bacon, je l'ai dit, c'est 1632. C'est donc bien avant le siècle des Lumières. Et ça, c'est inquiétant. Ça pose la question, est-ce que l'innovation, nous en parlons d'une façon qui rende justice à l'idée de progrès? Ou est-ce que l'innovation, c'est autre chose? Alors, que dit Francis Bacon? Il dit, le temps qui passe est corrupteur. Le temps abîme les choses. Il dégrade les situations. Il abîme les êtres. Normal, il pense que l'âge d'or, c'est dans le passé. L'âge d'or étant dans le passé, la situation ne peut que se dégrader en s'éloignant du passé. Il dit, les forces du bien étaient maximales au départ, alors que les forces du mal sont continues. Donc si on fait le bilan final, c'est le mal qui l'emporte. Comment empêcher le mal de l'emporter? Par l'innovation. Et il parle d'innovation technique. Et donc pour lui, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le temps corrupteur abîme le monde. Et donc il faut innover pour empêcher le monde de se défaire. Voilà. Après, il dit d'autres choses. Par exemple, il dit
une innovation est toujours perçue comme une étrangère. Donc on la rejette. Donc il ne faut pas innover trop vite, parce que si on innove trop vite, les innovations ne sont pas acceptées. Il ne faut pas non plus innover trop lentement, parce que si on innove trop lentement, l'effet corrupteur du temps l'emporte sur l'innovation. Et le monde s'abîme. Maintenant, lisez le texte que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le texte de la Commission européenne, défendant l'idée que l'Europe doit devenir l'union de l'innovation. Ce texte de 50 pages dont j'ai parlé, vous trouvez sur Internet, vous cliquez, vous l'avez tout de suite. En anglais, en français, en allemand, en italien, toutes les langues sont là. Lisez la première page. Elle dit ceci. L'Europe a compris qu'elle est en face de défis considérables. Changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, problème d'énergie, etc., etc. Et nous avons compris que la seule façon de relever ces défis, c'est l'innovation. Après, il y a un paragraphe sur la compétitivité des entreprises. L'Europe ne s'en sortira pas sans l'innovation. Encore une fois, le mot n'est pas défini. Pour qu'il soit défini, il faut aller voir les manuels d'Oslo, comme on dit. Bon. Mais dans le texte, il n'y a pas de définition de l'innovation. Il faut innover tous azimuts. Alors que, vous voyez, l'idée de progrès, c'était l'idée que, ok, on va se sacrifier pendant quelques générations, mais après, tranquille. C'est-à-dire que l'effort qu'il faudra accomplir pour maintenir la société dans l'état où on l'aura amené sera beaucoup moins important que l'effort accompli pour la faire changer d'état. Et donc les gens, ils imaginent des temps de loisirs, etc. Enfin, on ne va pas être obligé de se sacrifier éternellement. Et à un moment, nous serons soulagés des maux qui avaient justifié qu'on engage ces sacrifices. On sera soulagés. Et là, aujourd'hui, non, on n'est pas soulagés, les gars, il faut innover tout le temps. On ne peut même pas se reposer. Prenez un exemple. La capsule temporelle dans laquelle j'avais mis Descartes et tous les autres. On leur montre l'iPhone 7. L'iPhone 7. Ils vont être éberlués, évidemment. L'iPhone 7, toutes les applications, ils vont être scotchés. Ils vont vous dire, ils vont vous demander, mais alors qu'est-ce que vous faites avec ça ? Là, on travaille sur l'iPhone 10. Ah bon, mais quand même, le progrès, ça doit bénéficier au genre humain. Donc si vous pensez que l'iPhone 7, c'est un grand truc, il faut le diffuser dans le genre humain. Vous n'avez pas besoin d'en faire un autre. Il est parfait. Il y a combien d'applications sur l'iPhone 7 ? Des milliers. Des dizaines de milliers. Combien sont vraiment utiles ? Prenez-le tel qu'il est et diffusez-le. Au moins, rendez-le accessible à tous ceux qui ont envie de l'avoir. Et pour ça, la chose que vous devez faire, c'est diminuer les coûts. Mais quel est le mot d'ordre chez Apple quand l'iPhone 7 est sorti? Le mot d'ordre, c'est « Les gars, si vous ne faites pas l'iPhone 10 dans 2 ans, la boîte coule. » Là, il y a une trahison des Lumières. C'est que l'innovation devient sa propre raison d'être. Il faut innover pour des raisons économiques, parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça s'effondre. Donc on n'a plus du tout l'idée d'un progrès technique qui doit bénéficier au genre humain, mais d'un progrès technique qui se sectorise et qui n'a pas pour vocation à se partager. Voilà, juste pour finir, ce texte européen, qui moi, quand je l'avais lu, m'avait quand même catastrophé. Je préférais beaucoup l'idée que l'Union européenne devait devenir l'union de la société de la connaissance. Ça me paraissait beaucoup plus intéressant. L'union de l'innovation, voilà, c'est un discours qui s'appuie sur un temps corrupteur comme Bacon. C'est-à-dire, on vous explique que si on n'innove pas, on coule. Et l'ingénieur, au lieu d'être enthousiasmé parce que son travail devrait faire advenir un monde
différent dans le futur, auquel il adhère, il a une pique dans le dos par laquelle on lui dit si tu ne travailles pas à l'innovation, on ferme la boîte. Et donc, le discours la rhétorique dans laquelle nous mettons l'innovation, c'est en fait implicitement une rhétorique mortifère. On vous demande, et même dans les labos de recherche, ça se ressent, on vous demande d'innover, non pas pour faire telle ou telle chose, mais parce qu'il faut innover. Pourquoi est-ce qu'il faut innover? Parce que si on n'innove pas, c'est la mort. Et donc vous voyez comment... Moi, j'ai rien contre l'innovation, entendons bien. Hein. Par contre, je suis violemment opposé à la rhétorique dans laquelle on insère. Parce que ça n'est pas une rhétorique enthousiasmante. Parce que c'est une rhétorique qui ne donne pas sens au cours du temps. C'est pour ça qu'il y a des burn-out, etc. C'est-à-dire les gens ne savent plus très bien pourquoi ils travaillent. Et donc, il faut travailler à produire un récit crédible et attractif qui donne sens aux actions que nous menons. Dans une entreprise, on ne travaille pas simplement pour empêcher la liquidation de l'entreprise. On doit travailler parce qu'on pense que ça a du sens de faire telle ou telle chose. Il y a un Américain qui a, à mon avis, bien compris ça, il s'appelle Matthew Crawford. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais il a écrit il y a 4 ans un livre qui a été traduit en français sous le titre « L'éloge du carburateur ». Ça vous dit quelque chose? L'éloge du carburateur. En fait, c'est un type qui était cadre dans une grande entreprise. Il faisait du conseil. Et un jour, il a pété un câble, comme beaucoup, parce qu'il ne savait plus du tout où commençait son travail et où s'arrêtait son travail. Il avait une mission qui était de changer l'image d'une entreprise. Bon. Mais quand on vous dit, votre mission, c'est de changer l'image d'une entreprise, ça s'arrête quand? Quand est-ce que vous pouvez dire que vous avez terminé votre travail? Ben jamais. Donc la journée de travail ne s'arrête pas à 17 heures. Si vous êtes scrupuleux et sérieux, vous voulez bien accomplir votre mission. Mais comme elle n'a pas une borne bien définie, vous travaillez tout le temps. Vous travaillez le week-end, etc. Vous faites toujours un truc. Parce que votre mission n'est jamais bornée. Et je ne vous fais pas un dessin, mais dans pratiquement toutes les entreprises, c'est comme ça. Les limites du travail ne sont pas fixées. Donc les gens consciencieux travaillent tout le temps. Même chez eux, même pendant les loisirs, le week-end. D'où l'explication des burn-out. Et donc il a tout arrêté. Et il a monté, dans la campagne, un atelier de réparation de motos. Il répare des motos. D'où le titre, l'éloge du carburateur. Il revient à du manuel. Pourquoi? Il explique. Lisez ce livre, hein, ça va vous passionner. Il dit parce que quand un type m'amène sa moto, d'abord, il faut que je touche, je vois la panne, que voilà, je ne suis pas dans les fichiers Excel, je suis dans le concret, il faut que je trouve la panne. Deuxièmement, je dois bien réparer la moto parce que si je la répare mal, je mets en danger la vie de celui qui me l'a confiée. Je suis responsable de la vie de ce monsieur. Mon travail commence lorsqu'il amène la moto. Il se termine quand la moto est reprise par son propriétaire. Voilà. Alors vous savez qu'il y a un mouvement de fond aujourd'hui, il y a beaucoup de gens très diplômés, cadres supérieurs, qui à 40 ou 50 ans changent complètement de métier pour venir dans des métiers manuels. Parce que ça a du sens, ils savent ce qu'ils font, ils comprennent, il y a un bornage de leur activité. Et ils se sentent utiles, et puis ils ont peut-être des talents cachés qu'ils n'ont pas pu exprimer dans leur travail en entreprise, qui peuvent là manifester. Il y a un excellent livre qui s'appelle L'élégance de la clé de 12. L'élégance de la clé de 12. C'est un peu la même idée, c'est une personne qui a enquêté auprès de 7 personnes qui ont complètement changé de métier pour justement trouver du sens dans ce qu'ils faisaient, qu'ils n'avaient pas dans les métiers très bien payés qu'ils avaient autrefois. Et notamment, il y a le récit de la vie d'un diplômé d'HEC qui est devenu à 45 ans plombier. Et qui,
raconte comment il s'éclate à réparer des chaudières, allongé sur le sol d'une cave. Bon. Donc, je ne dis pas que c'est une tendance lourde, mais c'est une tendance symptomatique. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'endroits où les managers ont du mal à trouver des arguments justifiant l'activité de leurs employés autrement que des arguments économiques. Et les arguments économiques, dans beaucoup de situations, ne suffisent pas. On ne travaille pas de façon épanouissante simplement pour sauver la situation. C'est pour ça que la rhétorique de l'Union européenne est une rhétorique qu'il faut changer, parce qu'elle est mortifère. On ne travaille pas pour sauver sa peau. On travaille parce qu'on pense que ça a du sens de se lever le matin pour travailler. C'est un problème que les chercheurs n'ont pas. Enfin, moi, je suis chercheur. Les chercheurs, en général, ils ont choisi ça très tôt. Ils ont une vocation. Et ils l'ont choisi contre vents et marées. Les chercheurs sont très mal payés, comme vous savez. Donc, s'ils l'ont choisi, c'est que vraiment, ça a du sens pour eux. Mais depuis 2-3 ans, on voit au CEA, au CNRS, on voit des burn-out dans la recherche. Ce qui est nouveau, on n'avait jamais vu ça. Et l'explication est toute simple, c'est qu'avant, les organismes de recherche étaient financés par l'État. On donnait de l'argent, et puis là, il y avait un contrat entre l'État et les organismes pour faire telle et telle recherche. Et les chercheurs, ils faisaient un truc simple qui s'appelle de la recherche. Les chercheurs étaient payés à faire de la recherche. Et puis on a complètement changé le système pour copier les États-Unis. On ne finance plus les organismes de recherche. On finance sur projet les équipes de recherche. Et donc on demande aux chercheurs, quel que soit l'organisme auquel ils appartiennent, au CEA ou ailleurs, on dit, voilà, vous prenez une petite équipe, vous rédigez un projet. Et si le projet nous semble bon, il y a des agences qui les évaluent, on vous donne de l'argent. Et donc, ça a complètement changé le métier, puisque les gens doivent maintenant faire des promesses. On dit, je vais faire cette recherche qui va permettre de, etc. On fait des promesses. Alors, si votre projet est retenu, vous avez de l'argent. Si votre projet n'est pas retenu, vous n'en avez pas. Donc, ce qui crée des compétitions entre les équipes, alors qu'elles étaient solidaires. Et puis, ça change complètement la mentalité du chercheur. Parce qu'avant, le chercheur, il était plutôt dans l'humilité. Maintenant, il faut se mettre en avant, dire qu'on est excellent, faire des promesses. Autrement dit, on est dans un système dans lequel Einstein n'aurait jamais pu s'insérer. Bon, déjà qu'il avait du mal à s'insérer dans le système de l'époque, dans le système d'aujourd'hui, Einstein, vous imaginez Einstein faisant un projet dans lequel il fait des promesses ? Ou un projet dans lequel il annonce qu'il est le meilleur, qu'il a des prix, etc. Einstein, c'est l'humilité même. Il ne s'est jamais mis en avant. Et il n'aurait jamais été capable de dire quelles applications auraient les éventuelles découvertes pour lesquelles il demandait un financement. Vous pensez qu'Einstein, quand il écrit les équations de gravitation de la relativité générale en 1915, pensez qu'en 1915, il sait que sa théorie servira à régler les GPS ? Non. Est-ce que vous pensez que ses travaux sur la physique quantique allaient conduire à l'apparition du laser ? Ben non. Non, il n'a jamais pu savoir à l'avance à quoi ces découvertes mèneraient en termes d'application. D'accord ? Et donc ce système de l'argent qu'il faut trouver dans les équipes, alors on peut dire que c'est très bien, parce que du coup les chercheurs sont responsabilisés, ils sont comme tout le monde. Oui, mais ça fait que les gens sont stressés, travaillent très mal, sont tous devant leur écran à écrire des trucs. Et il y a comme ça des mutations dans les entreprises, dans les laboratoires, qui sont extrêmement profondes. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais tous ceux qui, comme moi, ont plus de 50 ans, bientôt 60, on a vu au cours de notre carrière des changements radicaux dans la façon de travailler.
Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Je vous donne juste une anecdote. Quand j'étais débutant, j'avais, disons, entre 20 et 30 ans, le travail, c'était très simple. J'arrivais au labo, je faisais des calculs, tout seul dans mon bureau. À 11 heures, on a une petite pause, on prenait le café avec des copains, on discutait de nos calculs, de la famille, le match de foot, voilà. Puis on se remettait au travail dans son bureau. Pas un coup de fil ou deux, pas d'ordinateur portable, pas d'ordinateur tout court, pas dérangé. D'accord? L'après-midi, rebelote. Et à 18 heures, on arrêtait, rincé. Rincé. Mais on avait vachement bossé. Tous les jours, il se passait un truc, on avait avancé. Aujourd'hui, chacun devant son écran, à répondre à des mails. La durée dans une journée où on est vraiment concentré sur un problème, maximum un quart d'heure. D'accord? Et est-ce qu'on peut dire à la fin de la journée qu'on a vraiment travaillé? Non, on peut dire qu'on a fait des trucs. On a été très actif. On s'est fatigué. Mais est-ce qu'on a eu des nouvelles idées? Est-ce qu'on a fait avancer un travail? D'accord? C'est-à-dire, alors qu'il y a un discours permanent sur la compétitivité, etc. En fait, en termes de gestion du temps, on est, à mon avis, extrêmement peu compétitif. Il y a beaucoup de dispersion. Parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est pas tellement de faire des trucs, c'est d'envoyer des signaux. Donc, un chercheur, il montre qu'il est actif en envoyant des rapports, des trucs que personne ne lit. Mais ça lui a pris du temps d'envoyer ces trucs. Mais est-ce qu'il a fait progresser ses idées? Est-ce qu'il a réfléchi? Et donc, je pense que il va falloir repenser. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos métiers. Hein. Je vous dis mon expérience, c'est un peu ce qu'on m'a demandé, mais il va falloir reconsidérer ce qu'on appelle la concentration intellectuelle. Chez les étudiants, c'est ravageur. Hein. Les étudiants, pour les avoir concentrés, il faut travailler. D'accord? Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'accélération du temps. On en parle tout le temps. Hum. Je termine juste sur l'accélération une minute. Juste pour dire qu'évidemment, le temps n'accélère pas. Pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Hein. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? En termes techniques, c'est une dérivée par rapport au temps. La vitesse d'une voiture, c'est la longueur, la distance parcourue par la voiture pendant une certaine unité de temps. Ça a du sens. Mais la vitesse du temps, c'est donc la durée parcourue par le temps pendant une certaine durée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le temps, il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Donc imaginez que le temps est un truc qui avance avec une certaine vitesse, c'est une absurdité sémantique. Donc le temps n'a ni vitesse ni accélération. Une seconde en 2017 dure exactement la même durée qu'une seconde en 1920. Donc aucune de nos activités n'affecte le temps. Nous n'accélérons pas le temps. Personne ne peut avoir cette prétention. Par contre, nous accélérons le rythme de nos productions. Nous accélérons les rythmes dans le temps. C'est tout à fait autre chose. Le temps n'accélère pas. Ce qui fait qu'on est stressé, ce n'est pas l'accélération du temps, c'est le fait que nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. On fait un truc, mais on nous demande autre chose, etc. C'est le fait d'être dérangé qui nous stresse, et non pas une prétendue accélération du temps. D'autant plus que nous avons plus de temps que nos ancêtres. L'espérance de vie a doublé en un siècle. Nous avons beaucoup plus de temps libre que nos ancêtres. C'est pas parce qu'on le colonise par plein de trucs qu'il n'est pas libre. C'est nous qui choisissons de ne pas être libres. On dit à longueur de journée, je n'ai pas le temps. Une enquête faite en Belgique a montré que cette phrase était en général dite sous forme de mensonge.
On a beaucoup plus de temps que nos ancêtres. Ma grand-mère n'avait pas de temps libre. Donc elle disait jamais je n'ai pas le temps, parce qu'elle n'avait pas le choix. On dit je n'ai pas le temps quand on a le choix entre plusieurs choses. Et donc quand on dit je n'ai pas le temps, en fait, ce qu'on dit au fond de soi, c'est j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. Et donc c'est une phrase qu'on prononce pour affirmer sa liberté. Je m'arrête là-dessus.